Je m'appelle Camille. 29 ans. Je suis assise dans le salon silencieux de ma maison de banlieue. Il est 23:42. Un livre à la main. Je pensais être seule, jusqu'à ce que je capte un clignotement bleu rythmé, dissimulé dans la reliure d'un classeur sur mon étagère. Je l'ai sorti, une caméra miniature. Câblée et clignotante. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a vibré sur la table. C'était ma mère. Tu plisses encore les yeux. Le message disait « Allume le plafonnier ». Elle ne devinait pas. Elle me regardait en direct, avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, et croyez-moi, je n'ai pas crié. J'ai besoin de savoir. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens qui prétendent vous aimer le plus sont en fait ceux qui vous retiennent en otage? Mettez un oui en commentaire, si vous vous êtes déjà senti étouffé par de bonnes intentions. Je veux savoir que je ne suis pas seule. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas appelé ma sœur, Manon, pour crier au scandale sur la violation de ma vie privée. Je n'ai même pas répondu au message sur ma posture. Au lieu de ça, j'ai marché jusqu'au tiroir de la cuisine. J'ai pris un rouleau de ruban adhésif noir d'électricien et j'ai placé un carré épais sur l'objectif de la caméra. Puis, je suis entrée dans ce que je ne peux décrire que comme un état de survie, une fugue dissociative. Je suis devenue un fantôme dans ma propre vie. Je savais que si je les confrontais, ils me manipuleraient. Ils diraient que je suis ingrate, que la caméra est pour ma sécurité, que je suis dramatique. Ils transformeraient la conversation en un procès de mon caractère, plutôt que de leur crime. Alors, j'ai choisi la seule option restante. L'option nucléaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché des déménageurs d'urgence 24h/24. Je me fichais des avis. Je voulais de la vitesse. J'ai trouvé une entreprise spécialisée dans les relocalisations nocturnes discrètes, généralement pour les cadres dirigeants ou les personnes fuyant des mariages toxiques. Quand le répartiteur m'a annoncé 4 000 € pour une intervention à minuit, je n'ai pas négocié. J'ai donné mon numéro de carte bleue et leur ai dit d'être là dans 90 minutes. En attendant, j'ai fait mes valises, pas comme quelqu'un qui déménage, mais comme quelqu'un qui fuit une scène de crime. J'ai jeté des vêtements dans des sacs poubelles. J'ai vidé mes produits de toilette dans un sac de sport. Je n'ai pris que ce dont j'avais besoin pour survivre et ce que je ne pouvais pas supporter de perdre. Le reste, les meubles qu'ils m'avaient achetés. La vaisselle que ma mère avait réorganisée. Le foyer qu'ils avaient curaté. Je l'ai laissé derrière moi. C'était souillé de toute façon. Puis vint la partie la plus difficile. Mon téléphone, mon père, Loé, qui avait installé une application de localisation familiale il y a des années, prétextant que c'était pour nous retrouver en cas d'urgence. En réalité, c'était une laisse numérique. Si je prenais mon téléphone avec moi, il verrait le point se déplacer vers l'est, vers le quartier d'affaires de la Défense. Il saurait que je fuyais avant même que j'atteigne l'autoroute. J'ai regardé l'appareil sur ma table de nuit. Il vibrait encore. Un autre SMS de ma mère demandant si j'étais allée me coucher. J'ai branché le chargeur et posé le téléphone juste à côté du lit. Laissez-les traquer un morceau de plastique. Laissez-les croire que je dors en sécurité dans la cage qu'ils ont construite. J'ai attrapé un vieux téléphone prépayé acheté dans une épicerie 1 heure plus tôt. J'ai envoyé un unique message au déménageur confirmant le code du portail et j'ai éteint les lumières, debout dans le noir, attendant les phares du camion. Une vague de culpabilité a tenté de monter dans ma gorge. Je l'ai refoulée avec une logique froide. Je savais exactement pourquoi je ne laissais pas de mots. Les psychologues appellent cela un pic d'extinction. C'est un terme comportemental qui explique ce qui se passe quand on arrête de nourrir un comportement négatif, quand vous arrêtez de donner des bonbons à un enfant qui hurle. Il ne s'arrête pas simplement de crier. Il crie plus fort. Il escalade. Mes parents étaient pareils. Si j'essayais de poser une limite, ils la piétinaient. Si j'essayais de partir avec une explication, ils l'interprétaient comme une négociation. Ils pleuraient. Ils menaceraient de se faire du mal. Ils me bombarderaient d'amour jusqu'à l'étouffement. Toute réaction de ma part, même la colère, était du carburant. C'était de l'oxygène pour leur drame. En partant sans un mot, en m'évanouissant dans la nature, je coupais l'arrivée d'essence. Je n'étais pas juste en train de déménager. J'affamais la bête. Le silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était l'arme stratégique la plus agressive dont je disposais.
Les déménageurs sont arrivés à 2 heures du matin, efficaces et silencieux, sentant la tension dans l'air. Nous avons chargé les quelques cartons et sacs à l'arrière de leur camion banalisé. J'ai fait un dernier tour de l'appartement. Il avait l'air perturbé, frénétique, comme une coquille vide qui aurait été violentée. J'ai laissé mes clés, celles que ma mère avait copiées sans ma permission, sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas verrouillé la porte. Je voulais qu'ils puissent entrer. Je voulais qu'ils marchent dans le vide et ressentent le poids de ce qu'ils avaient fait. Je suis montée dans ma voiture et j'ai suivi le camion sur l'autoroute. Alors que la silhouette de ma banlieue s'effaçait dans le rétroviseur et que la colonne vertébrale d'acier de la Défense s'élevait devant moi. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais légère. Je conduisais vers une forteresse de verre et d'acier. Un endroit où les gardiens vérifient les identités et où les ascenseurs nécessitent des badges. Je conduisais vers le silence. Je conduisais vers une vie qui, enfin, pour la première fois en 29 ans, m'appartenait. Le camion grondait vers la ville, et ma prise sur le volant s'est enfin relâchée. Je ne déplaçais pas juste des meubles, je déplaçais ma réalité entière. Mais alors que les kilomètres défilaient, mon esprit a dérivé vers le catalyseur, la raison pour laquelle ce n'était pas juste une réaction à une caméra, mais une amputation nécessaire décidée 2 jours plus tôt. J'étais allée chez mes parents pour le déjeuner dominical obligatoire. Je détestais ces repas. C'étaient des performances d'une famille heureuse qui n'existait pas, où Manon se plaignait de son job junior, et où mon père critiquait mes choix de carrière pendant que ma mère servait une nourriture qui avait le goût de l'obligation. Mais j'y allais parce que c'était plus facile que de se battre. J'étais arrivée en avance et j'étais entrée seule. La maison était calme. Je suis allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau et j'ai vu le bac de recyclage déborder près de la porte arrière. Quelque chose a attiré mon attention. Un éclat de papier épais, couleur crème, au milieu des publicités et des prospectus. Ça avait l'air formel, officiel, et ça portait mon nom. J'ai plongé la main et je l'ai sorti. C'était une lettre d'une firme technologique mondiale. Le logo était gaufré en argent. J'ai défroissé le papier sur le comptoir en granit. C'était une promesse d'embauche. Et pas n'importe laquelle. C'était pour le poste d'analyste de données senior pour lequel j'avais passé un entretien 3 mois plus tôt. Le poste était basé à Londres. Le salaire était le double de ce que je gagnais. La date de début était dans 6 semaines. J'ai fixé la date sur la lettre. Elle avait été postée il y a 2 semaines. 2 semaines. Je vérifiais mes emails obsessionnellement, actualisant ma boîte de réception toutes les heures. Supposant que j'avais été rejetée, je n'avais pas réalisé qu'ils envoyaient des copies papier pour les offres internationales. Et je n'avais certainement pas réalisé que mes parents interceptaient mon courrier. Je suis restée là, dans la cuisine silencieuse, sentant le sang quitter mon visage. Ce n'était pas juste de la curiosité, c'était du sabotage. Ils avaient volé mon courrier. Ils avaient caché une opportunité qui changerait ma vie parce qu'ils savaient que si je la voyais, je partirais. Ils perdraient leur contrôle. Ils perdraient leur public. Je ne les ai pas confrontés. J'ai mis la lettre dans mon sac à main, enfouie profondément sous mon portefeuille, quand ils sont entrés 10 minutes plus tard, souriant et demandant si je voulais du thé. J'ai souri en retour, mais à l'intérieur, quelque chose s'était fracturé définitivement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour. C'était une pathologie. Les psychologues appellent ça la fusion ou l'enfermement relationnel. C'est une dynamique familiale où les frontières sont inexistantes et où l'autonomie individuelle est vue comme une menace. Dans une famille fusionnelle, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un membre, un organe. Et si un membre tente de se détacher, le corps ne dit pas au revoir. Il entre en état de choc, il attaque. Mes parents ne se voyaient pas comme des méchants. Dans leur esprit, ils me protégeaient. Ils croyaient que le monde était dangereux et que j'étais incapable de naviguer sans leur guidance. En cachant cette lettre, ils se disaient qu'ils me sauvaient d'une erreur, de la solitude, d'une vie sans eux. Mais en regardant le papier froissé dans mon sac, j'ai enfin compris la vérité. Ils n'avaient pas peur que j'échoue. Ils étaient terrifiés à l'idée que je réussisse sans eux. Cette réalisation a été la clé finale. La caméra que j'ai trouvée 2 soirs plus tard n'était que la confirmation. Ils ne me laisseraient jamais partir. Je devais me libérer par la force. Et alors que la ligne d'horizon de la Défense apparaissait, scintillante, froide et indifférente,
Je savais que j'avais fait le bon choix. Je ne déménageais pas juste dans un nouvel appartement. Je déménageais vers une nouvelle vie. Une vie où mon courrier m'arrivait et où mon avenir n'appartenait à personne d'autre. 72 heures. C'est le temps que j'ai attendu avant de rallumer mon ancien téléphone. J'étais assise sur le balcon de mon nouveau condo au 40e étage. L'air ici était différent. Plus rare. Plus propre. Détaché des gaz d'échappement et du bruit de la rue. Basse. La Seine serpentait à travers le canyon de gratte-ciel comme un ruban sombre. Derrière moi, mon nouvel appartement était silencieux. Pas de ronronnement de caméra. Pas d'yeux fantômes m'observant depuis l'étagère. Juste le bourdonnement calme du réfrigérateur et le vent. J'ai posé le téléphone sur la table en verre. Il ressemblait à une relique d'une vie antérieure. Une grenade que j'allais dégoupiller. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran s'est allumé, l'appareil a vibré si violemment qu'il a cliqueté contre le verre. Il ne s'est pas arrêté pendant 1 minute entière. 147 notifications, 23 messages vocaux, l'empreinte numérique d'une famille perdant son hôte. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'avais pas besoin d'entendre les aigus dans la voix de ma mère pour connaître la trajectoire de sa panique. J'ai juste fait défiler les transcriptions des SMS, les lisant comme un rapport d'autopsie. Les premiers messages sont arrivés 3 heures après mon départ. C'est à ce moment-là que la batterie de la caméra a dû lâcher. Ou peut être que le ruban adhésif s'était enfin fixé, créant le blackout total. Christine 2h45. L'image est noire. Camille. La caméra ne marche pas. Il y a une panne de courant? Christine 2h55. Réponds. Je ne vois pas le salon. Christine 3h10. Je tremble. Si tu ne réponds pas, j'envoie ton père. La panique ne concernait pas ma sécurité. Elle concernait la perte du signal. Ils étaient comme des toxicomanes dont l'approvisionnement avait été coupé. La cécité les terrifiait plus que le silence. Puis le ton a changé. Mon père, Louis, est entré dans le chat à 6-0. Ses messages n'étaient pas frénétiques. Ils étaient punitifs. Louis 6h15. Ta mère est malade d'inquiétude. Tu es égoïste. Rallume la caméra ou j'appelle la police pour un contrôle de bien-être. Tu agis comme une enfant. Puis ma sœur Manon. Le signe volant. Manon 8-0. Maman pète un câble. Elle dit qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction parce que la caméra est morte. Réponds-lui juste. Tu es tellement dramatique. J'ai regardé les eurodatages progresser au fil du 2e et du 3e jour. Les menaces ont escaladé. La culpabilisation s'est transformée en rage. Mais le silence de mon côté, le vide absolu et inflexible que j'avais créé, les rendait fous. Ils ne pouvaient pas concevoir que je n'étais ni blessée ni kidnappée. Ils ne pouvaient pas concevoir que j'étais simplement partie. Dans leur esprit, j'étais une propriété. Une propriété ne se déplace pas toute seule. Puis j'ai vu le dernier texto envoyé il y a 40 minutes. Christine 16h30. Nous sommes à l'appartement. La clé ne marche pas. On sait que tu es là. On fait venir un serrurier. Ne fais pas de scène. Je me suis redressée. L'air froid est soudainement devenu mordant. Ils étaient à mon ancien appartement de banlieue. Ils avaient conduit 1 heure dans les bouchons. Convaincus qu'ils venaient sauver leur fille incompétente d'une panne de courant ou d'un épisode dépressif. Ils avaient essayé la clé, la copie que Christine avait faite sans ma permission. Ils ne savaient pas pourquoi la clé ne marchait pas. Ils ne savaient pas que le matin après mon départ, l'agence immobilière avait nettoyé l'unité, changé les serrures et remis les clés à un nouveau locataire qui était sur liste d'attente depuis des mois. Ils ne savaient pas que l'appartement n'était pas vide. J'affixais le testo. On fait venir un serrurier. Ils n'appelaient pas le propriétaire. Ils ne frappaient pas pour ensuite repartir. Ils engageaient un étranger pour percer un verrou parce qu'ils croyaient que leur droit sur mon espace surpassait la loi. Ils étaient sur le point de s'introduire chez un inconnu. J'aurais pu les appeler. J'aurais pu envoyer un SMS. Stop. J'ai déménagé. J'aurais pu les sauver de la falaise vers laquelle ils sprintaient. Mais je me suis souvenu de la lettre dans la poubelle de recyclage. Je me suis souvenu de la caméra dans le classeur. Je me suis souvenu de 29 années où ils m'avaient sauvé de ma propre vie, jusqu'à ce que je n'ai plus de vie. J'ai reposé le téléphone sur la table. Je ne suis pas intervenue. J'ai laissé la batterie mourir. Ils étaient à 60 km de là, dans une banlieue calme, debout sur un paillasson qui disait « Home sweet home ». Le serrurier. Un homme nommé David,
qui n'avait aucune idée qu'il était complice d'un délit. A percé le verrou en moins de 5 minutes. Christine se tenait derrière lui, serrant son sac à main, prête à se précipiter pour jouer la sauveuse. Louis faisait les 100 pas sur le trottoir, répétant sa leçon sur la responsabilité. Manon filmait la scène sur son téléphone, avec pour légende « Mission de sauvetage ». Le verrou a cliqué. La porte s'est ouverte. Ils se sont précipités à l'intérieur en appelant mon nom. Camille. C'est maman. On est là. Mais l'air ne sentait pas mon diffuseur de lavande. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et le cuir. Les meubles n'étaient pas mon style brocante chic. C'était du moderne milieu de siècle. Bois sombre, minimaliste. Et debout au milieu du salon. Ce n'était pas leur fille. C'était Marc. Marc avait 34 ans. Mesurait 1,90 et portait un costume sur mesure, car il venait de rentrer du travail. Il avait emménagé il y a 8 heures. Il tenait un verre de scotch et regardait les 3 étrangers qui venaient de défoncer sa porte d'entrée avec une expression de glace pure et inaltérée. « Qui êtes-vous » ? « Bordel » a-t-il demandé. Sa voix n'était pas forte. Elle était létale. Ma mère s'est figée, scannant l'appartement inconnu avec panique. « Où est Camille ? Qu'avez-vous fait d'elle » ? Marc a posé son verre. « C'est qui, Camille ? Et pourquoi êtes-vous chez moi » ? Mes parents ont forcé le passage. Insistant que leur fille vivait là, Marc a jeté un coup d'œil à la serrure percée. Puis au serrurier qui fuyait vers sa camionnette, il n'a pas vu des parents inquiets. Il a vu des intrus qui croyaient que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Ce lieu m'a été loué ce matin. A-t-il dit en montrant le contrat sur son téléphone. Vous êtes en violation de domicile et vous avez cassé ma porte. Christine l'a bousculé, criant mon nom et fouillant les pièces. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Marc n'était pas un étudiant ou un locataire effrayé. Il était substitut du procureur de la République. Un homme qui met des gens comme mes parents en cellule tous les jours. Il n'a pas composé le 17. Il a appelé le commissaire directement. Quelques minutes plus tard, les officiers ont pris l'appartement d'assaut. Et ma famille a été forcée au sol. Menottés et informés de leurs droits devant les voisins qu'ils essayaient d'impressionner, pendant qu'ils se faisaient arrêter. J'étais assise à 60 kilomètres de là, regardant les lumières de la ville. Sentant l'univers basculer, le cordon avait enfin été coupé. La police m'a appelé. Mes parents avaient été placés en garde à vue pour violation de domicile et prétendaient que j'étais une personne disparue. Ils avaient besoin que je vérifie ma sécurité. Je suis arrivée 1 heure plus tard. Habillée non pas pour des retrouvailles, mais pour une négociation. Quand je suis entrée dans la salle d'interrogatoire, mes parents avaient l'air petits. Mon père gris et dégonflé. Ma mère striée de larmes. Manon. Terrifiés, ils ont insisté sur le fait que Marc m'avait fait du mal. J'ai posé une promesse d'embauche à Londres sur la table. La même qu'ils avaient volée de mon courrier. Je ne suis pas là parce que j'ai déménagé. Ai-je dit ? Et parce que vous avez essayé de m'en empêcher. Leurs excuses se sont effondrées rapidement. J'ai listé le traçage. La surveillance. Le courrier volé. La caméra qu'ils avaient installée dans mon salon. Vous appeliez ça de l'amour ? Un juge appelle ça du harcèlement. Mon père m'a supplié de tout arranger. Je lui ai dit que c'était ce que je faisais. L'officier Miller m'a tendu un dossier. Une ordonnance de protection. 5 ans. 0 contact. Marc avait aidé à la rédiger. Ma mère a demandé si je les envoyais en prison. Non. Ai-je dit ? Vous vous y êtes envoyé vous-même. J'ai signé. Je me suis levée et je suis partie au son de ma mère, hurlant mon nom. 6 mois plus tard, je vis à Londres. Mon téléphone est silencieux depuis 180 jours. Je ne sais pas comment ma famille explique ce qui s'est passé. Et pour la première fois de ma vie, Yemenfiche, je comprends enfin la différence entre être aimé et être contrôlé. Si vous vivez dans une maison où vos limites sont traitées comme une trahison, vouloir la liberté ne vous rend pas cruel. Vous n'êtes pas égoïste de vous choisir vous-même. Vous n'êtes pas responsable de gérer la version de l'amour de quelqu'un d'autre. Vous ne devez votre avenir à personne simplement parce qu'ils ont partagé votre passé. J'ai ramassé cette offre d'emploi froissée dans la poubelle de recyclage parce que je voulais plus qu'un salaire. Je voulais une vie. Et maintenant, en regardant l'horizon de Londres, je sais que je l'ai trouvée. Si cette histoire résonne en vous,
Partagez-la. Quelqu'un que vous connaissez vit peu être encore dans une cage déguisée en bienveillance. Et dites-moi, quelles limites avez-vous besoin de poser aujourd'hui?